Pourquoi les clubs espagnols semblent-ils dominer les clubs anglais? Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Demande-moi. Comme vous le savez, dans ce format, je réponds directement à vos questions, que ce soit depuis Instagram, Facebook ou encore YouTube. Cette fois-ci, nous avons tellement reçu de questions sur YouTube qu'il a fallu diviser l'épisode en deux parties. Dans l'épisode précédent, j'ai répondu aux questions venues d'Instagram et de Facebook, et aujourd'hui, comme promis, je vais répondre exclusivement à celles venues de YouTube. Alors allons-y, lançons-nous, et n'oubliez pas que si vous me découvrez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Nassim, créateur de Nassim Foot. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien rater, car ici c'est notre espace à nous. On parle football, on se divertit, et surtout, on discute entre passionnés, presque comme une famille. La première question du jour nous vient de mon ami Abderrahman. Il m'écrit « Salut Nassim, j'aimerais te poser une question. Je regarde beaucoup la Premier League. C'est un championnat que je trouve vraiment très plaisant, extrêmement compétitif, et qui offre un rythme intense. En comparaison, la Liga espagnole paraît différente, plus posée, plus tactique, moins spectaculaire dans certains cas. Mais malgré toute cette compétitivité et cette force de la Premier League, j'ai remarqué que les clubs anglais n'arrivent pas si souvent à battre les clubs espagnols dans les confrontations européennes. Bien sûr, il y a eu des exceptions. Certaines victoires marquantes d'équipes anglaises, mais globalement la supériorité semble rester espagnole, surtout en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Pourquoi? Très bonne question, mon ami. Et je vais être honnête avec toi. C'est une question piégeuse, presque trompeuse, parce qu'elle repose sur une idée qui s'est beaucoup propagée, notamment à travers les médias, mais qui mérite d'être examinée de plus près. D'abord, il faut corriger un petit détail. Tu dis que la Premier League est compétitive et la Liga plus tactique. Or, aujourd'hui, le football anglais est devenu lui aussi extrêmement tactique. L'époque où l'Angleterre se résumait à un style physique et direct est révolue. Depuis la création de la Premier League moderne, les Anglais ont importé les meilleurs entraîneurs du monde avec leur philosophie et leurs méthodes. Résultat, la Premier League est aujourd'hui l'un des championnats les plus riches tactiquement, en plus d'être le plus compétitif et le plus attractif sur le plan économique. Maintenant, parlons des écoles tactiques. Historiquement, la culture espagnole du football s'est construite comme une sorte d'hybride, un mélange subtil des philosophies portugaises, hollandaises et latino-américaines. Cette fusion a donné naissance à une école tactique unique, très élaborée, qui a marqué les dernières décennies, surtout avec l'explosion du tiki-taka ou encore les influences venues de Johan Cruyff et des Pays-Bas à Barcelone. Les Anglais, eux, ont mis plus de temps à évoluer. Leur culture foot était longtemps restée fermée. Mais avec la mondialisation et l'ouverture de la Premier League, ils ont rattrapé ce retard et même dépassé d'autres ligues. Alors, pourquoi a-t-on cette impression que les Espagnols dominent toujours? C'est surtout à cause d'un club, le Real Madrid. En réalité, si tu regardes attentivement les chiffres récents, les clubs anglais dominent largement en Europe. Ils atteignent régulièrement les demi-finales et finales de Ligue des Champions. Ils sont présents en masse dans les phases finales de toutes les compétitions européennes. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, dans le classement UEFA, le fameux coefficient qui mesure la force des championnats, la Premier League est numéro 1 depuis plusieurs années. Mais voilà, il y a ce mythe qui persiste parce que le Real Madrid a écrit une histoire totalement à part. Le club madrilène, avec ses 15 Ligues des Champions, dont beaucoup dans l'ère moderne, donne cette impression que l'Espagne domine toujours l'Europe. Pourtant, ce n'est pas l'Espagne, c'est Madrid. C'est une exception. Et comme toute exception, elle ne reflète pas la règle générale. Si tu compares globalement, en Espagne, à part le Real Madrid, rares sont les clubs qui vont loin ces dernières années. Le Barça traverse une crise sportive et institutionnelle, l'Atlético peine à franchir certains caps, et Séville, spécialiste de la Ligue Europa, reste irrégulier. En Angleterre, en revanche, tu as plusieurs équipes capables d'atteindre le dernier carré. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham et même récemment Arsenal. Cette pluralité fait que le football anglais est plus fort dans son ensemble. C'est pour ça que je dis souvent, si tu analyses seulement les palmarès finaux, tu crois que l'Espagne est au-dessus. Mais si tu regardes la constance, le nombre de clubs présents en demi-finale et finale, ou encore les points engrangés dans le classement UEFA, tu comprends que c'est l'Angleterre qui mène. Donc, pour résumer simplement, l'impression de domination espagnole vient essentiellement du Real Madrid. Mais la réalité actuelle, chiffre à l'appui, c'est que la Premier League est plus forte dans sa globalité. C'est une nuance qui échappe souvent parce que beaucoup ne regardent que les résultats finaux sans suivre le déroulement des compétitions. Mais si tu analyses en profondeur, tu verras que la logique est inverse. Reformulation en français, version développée.
Arsenal est la question de la complétude d'un effectif par rapport au PSG. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la richesse d'un effectif au niveau mondial, deux clubs reviennent souvent dans les débats. Arsenal et le Paris Saint-Germain. Chacun possède des qualités uniques. Mais si l'on s'attarde sur la diversité et la polyvalence des joueurs, Arsenal semble avoir atteint un niveau remarquable, peut-être même sans équivalent actuellement. Le PSG reste une équipe exceptionnelle, surtout dans son entrejeu. Il est évident qu'aucun autre club ne dispose d'un milieu de terrain de ce calibre, c'est un secteur absolument unique, une référence sur la planète football. Mais si l'on élargit l'analyse et que l'on s'intéresse non seulement au milieu mais aussi à la défense et à l'attaque, Arsenal se distingue par une variété tactique et une flexibilité presque inégalée. Prenons la défense par exemple. Avec William Saliba et Gabriel Magalhaes, les Gunners possèdent ce qui est sans doute la meilleure charnière centrale du monde aujourd'hui. Mais au-delà de ce duo, Mikel Arteta dispose de remplaçants capables de couvrir plusieurs postes avec une aisance impressionnante. Yacoub Kiwior, par exemple, peut évoluer aussi bien comme défenseur central que comme arrière-gauche, voire même occuper un rôle de milieu relayeur selon les besoins. Mikel Moscra, autre exemple, est un véritable joker moderne. Il peut être aligné dans l'axe, sur le flanc droit ou à gauche. Même constat avec Oleksandr Zinchenko, capable de jouer latéral, milieu défensif ou relayeur. Jurrien Timber, de son côté, est encore plus polyvalent, arrière droit, arrière gauche, défenseur central, milieu défensif et même joueur de projection offensive. Il peut quasiment tout faire. En prime, il apporte une contribution directe dans la surface adverse. Si l'on met tout cela bout à bout, on se rend compte qu'Arsenal a construit une ossature extrêmement flexible. Chaque joueur peut occuper 2, 3 voire 4 rôles différents sur le terrain. Cette richesse offre à l'entraîneur une capacité d'adaptation exceptionnelle face à n'importe quelle situation. Qu'il s'agisse de compenser une blessure, de répondre à une suspension ou de modifier un plan de jeu en cours de match. C'est précisément cette dimension qui fait d'Arsenal un effectif plus complet dans l'ensemble. Oui, le PSG garde une supériorité indiscutable dans le secteur du milieu de terrain, aucun doute là-dessus, mais Arsenal, lui, possède une variété qui couvre toutes les lignes. C'est un effectif globalement plus malléable, plus modulable, qui peut absorber les coups durs sans perdre en compétitivité. On l'a bien vu la saison dernière. Les Gunners ont souffert d'un nombre impressionnant de blessures, au point que certains ont parlé d'un problème médical structurel au sein du club. Et malgré tout, grâce à cette profondeur et cette polyvalence, l'équipe a continué à performer à un haut niveau. Cela prouve bien qu'on n'a pas affaire à une simple illusion de richesse, mais à une construction pensée et solide. La vraie question que je pose à vous, supporters et passionnés, existe-t-il aujourd'hui dans le monde un effectif plus complet, plus varié, plus polyvalent que celui d'Arsenal? Pour ma part, je pense que non. Mais je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous considérez aussi Arsenal comme l'équipe la plus complète du moment, ou voyez-vous un autre club capable de rivaliser en termes de diversité et de flexibilité? Franchement, le pressing du Real Madrid en ce début de saison paraît très brouillon. On sent qu'il n'est pas encore bien organisé, parfois même complètement aléatoire. Peut-être qu'avec le temps ça va s'améliorer, mais pour l'instant c'est une faiblesse évidente. Cela dit, la réalité, c'est que le Real a bien commencé sa saison. Défensivement, il y a une progression nette. L'équipe s'est pressée collectivement, les lignes sont resserrées, le bloc reste compact. On a 2 défenseurs centraux solides, un libéro comme Tchouaméni qui apporte de la couverture, des latéraux qui montent et permutent avec les ailiers, et devant un attaquant qui essaie de multiplier les déplacements. Bref, le système commence à tourner, les rôles deviennent plus clairs et le projet prend forme. Mais certains supporters restent sceptiques, comme si le Real devait gagner chaque match 200-0 pour convaincre. L'équipe gagne, elle construit quelque chose, et pour moi cette entame est franchement réussie. Et maintenant, parlons de Vinicius Junior, parce que c'est un sujet que j'ai longtemps repoussé. La grande question, Vinicius est-il coupable de son comportement, ou bien victime? Pour moi, c'est clair, Vinicius est une victime. Victime d'une histoire personnelle lourde, d'un parcours marqué par la pauvreté, par le rejet, par le harcèlement de son enfance. Il a grandi dans un environnement difficile et ça se voit encore dans sa personnalité, très émotive. Et puis, en Espagne, il se retrouvait face à une réalité brutale. Une société qui, malgré les beaux discours, reste profondément marquée par le racisme. Oui, le Real Madrid a parfois pris sa défense. Il y a eu des procès, des sanctions, mais ce n'est jamais suffisant. Parce qu'au fond, le problème est culturel. En Europe, et particulièrement en Espagne, il existe cette mentalité de supériorité blanche, ce sentiment d'être les vrais citoyens et de considérer les autres comme inférieurs. C'est une logique d'exclusion qui s'exprime partout et le football n'y échappe pas. Pire encore,
Certains prennent du plaisir à humilier, à insulter. Du coup, même quand Vinicius fait son travail, même quand il se concentre uniquement sur le football, il devient malgré lui une cible. On lui reproche son attitude, ses réactions, alors qu'en réalité il ne fait que répondre à une société qui l'attaque en permanence. Et c'est là que se divise l'opinion. Certains disent qu'il doit se taire et jouer, comme si c'était un robot programmé pour nous divertir. D'autres comprennent son combat. Mais la vérité, c'est que Vinicius est l'un des rares à rester vrai dans un monde où tout le monde triche un peu. Alors oui, Vinicius est bien une victime. Victime d'un contexte social toxique, d'un environnement raciste et hypocrite. Et malheureusement, ça ne changera pas demain. Il restera probablement l'une des cibles préférées de ce football européen qui ferme trop souvent les yeux. Vinicius au Real Madrid, le club confirme sa volonté de le conserver. Le dossier du renouvellement de contrat de Vinicius Junior reste d'actualité. Le Brésilien, attaquant vedette du Real Madrid, maintient ses exigences salariales, auxquelles le club royal refuse pour l'instant de céder. Actuellement, son contrat court jusqu'au 30 juin 2027, et s'il ne le renouvelle pas, il pourra partir libre ou être vendu avant cette échéance. Le Real a déjà tenté de négocier une prolongation, mais les discussions ont été suspendues à cause des demandes financières jugées trop élevées par le club. Selon la radio Cannes Nasser, Vinicius souhaite un salaire plus important, tandis que le club estime que son offre est déjà juste, 20 millions d'euros annuels, plus des primes liées aux performances, pour un contrat qui irait jusqu'en 2030. La position du Real reste claire, aucune nouvelle négociation avant la fin de la saison, et toute décision dépendra de ce que le joueur apportera sur le terrain. Rodrigo reste avec l'équipe. Par ailleurs, le club a tranché sur le cas de son compatriote Rodrigo. Selon la presse espagnole, l'attaquant brésilien restera au Real Madrid cette saison. Cependant, son avenir pourrait être redéfini lors du mercato hivernal de janvier si Xavi Alonso ne l'intègre pas pleinement dans ses plans. Dans ce cas, le club serait ouvert à écouter les offres à condition qu'elles dépassent les 100 millions d'euros, alors que le marché européen se rapproche de sa clôture le 1er septembre. Allant comme alternative, Alonso clarifie la situation de Vinicius. Avant le match contre Majorque, Xavi Alonso a tenu une conférence de presse où il est revenu sur la situation de Vinicius. Le coach a insisté sur le fait que le Brésilien est un joueur essentiel du projet du club et qu'il continuera à être titulaire. Concernant les rumeurs sur Erling Haaland, le club a effectivement discuté avec l'entourage du Norvégien pour un transfert potentiel l'été prochain, mais cela n'affecte pas le rôle actuel de Vinicius. Alonso a aussi évoqué l'importance de la préparation collective et du mental de ses joueurs, soulignant que chacun doit être prêt à apporter sa contribution sur le terrain. Sur les questions sensibles, comme les incidents racistes, il a rappelé que le club attendrait une intervention des autorités si nécessaire, mais que l'objectif principal reste de se concentrer sur le jeu et la compétition. Réaction du coach de Majorque. Après la rencontre contre le Real Madrid, l'entraîneur de Majorque a décrit le match comme extrêmement difficile pour son équipe. Selon lui, affronter le Real n'est jamais une simple rencontre. C'est un véritable test sur tous les plans tactiques, physiques, mental et émotionnel. Il aère. Le Real Madrid avec Xabi Alonso, un test ultime pour chaque adversaire. L'entraîneur de Majorque n'a pas caché son admiration après le match contre le Real Madrid. Selon lui, affronter le club madrilène n'est jamais une simple rencontre. C'est un véritable examen. Chaque match exige la plus grande concentration, comme s'il s'agissait d'une finale de Ligue des Champions. J'ai affronté de grandes équipes, mais le Real est différent, a-t-il expliqué. C'est une équipe qui te force à réfléchir à chaque geste, chaque mouvement. N'importe quelle faille, même minime, peut être exploitée par leurs joueurs. Le discours du coach a ensuite porté sur Xabi Alonso, l'homme qui dirige le Real cette saison. L'influence du jeune entraîneur est palpable et la philosophie qu'il a instaurée a transformé l'équipe. Xabi Alonso n'est pas venu juste pour ajouter une touche ici ou là, il est venu donner au Real une identité totalement nouvelle, a-t-il souligné. La philosophie d'Alonso repose sur la possession totale et le contrôle complet du match. Affronter le Real sous sa direction, c'est courir derrière le ballon constamment. Ils gardent le ballon comme s'il leur appartenait, le distribuent intelligemment et te font sentir que tu es un simple invité sur le terrain. Mais la vraie force du Real d'Alonso ne réside pas seulement dans la possession, elle se transforme en opportunités concrètes. L'équipe s'est passée rapidement de la défense à l'attaque et chaque mouvement offensif devient un danger réel grâce à la qualité exceptionnelle de ses joueurs. Chaque ligne du terrain est équipée de talents de premier plan, une défense solide, un milieu organisé et une attaque redoutable. Le coach de Majorque a aussi insisté sur l'importance des individualités. Il est injuste de penser que l'on peut neutraliser le Real en surveillant un seul joueur, a-t-il expliqué.
Kylian Mbappé reste une menace constante grâce à sa vitesse et son sens du but, tandis que Vinicius Junior peut renverser un match en une seule percée ou dribble fulgurant. Le Real n'est plus seulement une équipe de légende grâce à son histoire et la mentalité de ses joueurs. C'est désormais un collectif complet sur le plan technique et tactique, ce qui est rare dans le football moderne. Selon lui, sous la direction de Xabi Alonso, le Real avance avec une trajectoire claire vers le sommet européen. Avec un projet solide, un effectif exceptionnel et un entraîneur capable d'équilibrer possession et efficacité, le club semble sur la voie pour redevenir la version la plus complète de l'équipe qui a dominé l'Europe ces dernières années. Même face à des géants comme Manchester City, le Bayern Munich ou le PSG, le Real dispose d'une véritable chance de redevenir le numéro 1. Les prochaines saisons pourraient donc être blanches en Europe pour le Real, avec toutes les cartes en main pour réécrire l'histoire. En conclusion, l'entraîneur de Majorque a résumé avec lucidité. Affronter le Real Madrid révèle la vérité sur chaque joueur et chaque coach. Ces matchs ne sont pas de simples rencontres, ce sont des leçons. On apprend toujours face au Real. On découvre nos forces, nos limites, et c'est ce qui rend cette équipe le test le plus difficile pour n'importe quel adversaire, a-t-il ajouté avec un sourire. On peut perdre, faire match nul, se battre jusqu'à la dernière minute, mais le fait demeure, le Real reste l'épreuve la plus exigeante du football.